Salut à tous, j'intercale aujourd'hui un épisode de Koenig Quick-Step, tout de même, pour presque finir la saison, entre deux épisodes Gazprom, puisqu'on a du Giro sur le feu et que ça continuera aussi prochainement. Alors dans cette partie-là, que je vais avancer sur l'année qui suit, je pense vraiment le faire. On a 2022 en ligne de mire, avec notamment des petits jeunes qui peuvent nous intéresser, et puis aussi quelques défis autour de quelques hommes. Alors c'est vrai que Jean Almeida aura été quasiment l'homme de l'année pour moi sur cette saison, puisqu'il prend 2 grands tours, donc il prend le Giro assez nettement, et il prend la Vuelta pas facilement, mais en tout cas pas difficilement non plus. Objectif Tour de France pour lui avec la renégociation de contrat qui allait à la clé. Voilà, il fallait pour moi tenter de battre Pogačar sur le Tour de France. Ce sera la mission de Jean Almeida l'année suivante, je l'avais déjà dit. Ensuite, toujours par rapport à ceux qui ont notamment brillé sur la Vuelta ou joué un rôle particulier sur les grands tours, il y a Remco Evenepoel, bien sûr, Remco qu'on a vu à l'œuvre sur le Tour de Valence ces derniers jours. Ce fut bien par moments un petit peu en deçà de Vlasov, dès lors qu'on était sur 5 km à 10% par exemple, chose qu'on n'avait pas vraiment rencontrée comme difficulté, parce que par exemple Evenepoel sur sa saison là écoulée, malgré une note de montagne assez inférieure à certains autres, aura réussi tout de même, moi je trouve, de belles choses, à savoir cette victoire sur Paris-Nice en tapant Pogačar à la fin. Alors certes il y a eu un énorme boulot de Almeida pour le mener jusque là, mais c'est comme ça. Et puis après il y a toujours les chutes par contre sur les grands tours, ce qui fait que là aussi il y a gros objectifs sur Remco l'année qui suit. C'est la voie est libre pour toi sur Giro et Vuelta. Maintenant il va falloir essayer de concrétiser sans chuter trop. Donc ça c'est pour mes 2 leaders de grand tour. On n'aura pas Van Wilder, c'est dommage, mais c'est comme ça. Casper Asgreen aura été aussi l'homme de l'année sur les classiques, lui. Classiques pavés, essentiellement. Avec cette arrivée réellement très très serrée face à Wout van Aert sur le Tour des Flandres. Il y aura également eu Roubaix pour lui. Il y a eu le GP de l'E3 aussi. Et puis un autre homme qui m'aura vraiment fait beaucoup plaisir, c'est Davide Ballerini, qui aura pris une 20aine de victoires sur cette saison. Il faut dire que quand on a le train Quick-Step, c'est facile entre guillemets, ouais, pas tant que ça en fait. Un sprint, on a vite fait de le perdre quand même sur ce jeu-là. Ballerini qu'on attendra un petit peu par-ci par-là, mais avec de vrais beaux objectifs. Puis le 5e homme, évidemment, on le connaît, c'est le français Julien Alaphilippe. En tout cas, voilà, pour moi, c'est autour de ces 5 hommes-là que l'équipe est articulée. Julien Alaphilippe qui s'est imposé ici et là. Milan-San Remo, Amstel, on pourrait élargir, triplé ardennais. Ici, c'était l'arrivée très 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 serrée de la flèche wallonne. Mais c'est pas fini pour lui. Au contraire des autres qui ont quasiment droit de se reposer désormais. C'est pas fini et ça commence déjà par les championnats d'Europe de contre-la-montre individuelle. Donc là-dessus, j'ai aligné Julien Alaphilippe parce que j'ai besoin de lui faire prendre quelques jours de course. Et puis j'ai surtout demandé à Cavagna d'assumer son rôle de leader. Là-dessus, on verra bien. Alors le Julien n'est pas encore prêt. On verra en fin d'épisode s'il l'est ou pas par rapport au championnat du monde, puisque je terminerai cette vidéo avec le championnat du monde en ligne. Mais Julien ira d'abord sur les classiques québécoises et donc n'ira pas par contre à l'épreuve en ligne des championnats d'Europe. J'ai d'autres idées en tête, je vous montrerai ça juste après. L'intermédiaire était pas mal pour Alaphilippe. Toutefois, la forme du jour un petit peu détestable va décider un petit peu du sort de ce contre-la-montre. Ce ne sera pas pour Alaphilippe, rien de vraiment choquant à cela. En revanche, Cavagna a de grosses ambitions. Allez, c'est parti. On essaie d'ajuster notre effort. Ce n'est pas une longue épreuve, contrairement à l'individuel des championnats du monde qui suivra un petit peu plus tard dans la vidéo, qui fait 42 km. Celui-ci fait à peine plus d'une 20aine de kilomètres, ce qui signifie qu'on est aux frontières entre prologue et contre-la-montre. Les 2 notes doivent être prises en compte, ainsi que la résistance
bien sûr, sur ce type d'épreuve. Et donc 3 notes majeures, 3 caractéristiques majeures. Ouais, le problème c'est que Cavagna n'est pas seul, heureusement. Il y a également Filippo Ganna, on a également Wout van Aert. On voit qu'à l'intermédiaire, c'est très très serré entre ces 3 hommes. Oliveira, Jongels, Castroviejo, etc. étant un petit peu relégués à l'intermédiaire 1. Ce qu'il faut arriver, c'est à tenir le coup et maintenir un certain rythme, car tout de même, Ganna n'est pas loin du tout. Va-t-on arriver à aller au bout avec Rémi Cavagna? C'est toute la question. Rémi Cavagna, que j'ai laissé partir pour des raisons salariales, étant donné qu'il est excessivement fort en contre-la-montre. Les prétentions salariales étaient hors de portée pour moi, surtout vu les choix réalisés par ailleurs. Donc ce sera Matteo Sobrero qui le remplacera, c'est bien beaucoup dire, mais en tout cas numériquement c'est lui qui le remplacera, y compris au niveau du rôle. Attention, Cavagna, bam, prend l'intermédiaire, oui, il prend le classement, il prend la première place provisoire, devant Van Aert. Est-ce que ça va tenir face à Filippo Ganna? Quelques secondes. C'est dommage. Ça se joue à 4 secondes. Et ça aurait été donc une belle victoire pour Ganna. Ganna qu'on attendra également sur le contre-la-montre individuel des championnats du monde un petit peu plus tard. L'Italie donc médaille d'or. Et avant de proposer la course en ligne, bien sûr on intercale les 2 classiques québécoises. Alors, on fait toujours évidemment confiance aux variants de Léon 40, qui est une des valeurs les plus sûres que je connaisse au niveau des créateurs de cartes sur PCM. C'est juste exceptionnel, le travail de cette personne. On se régale toujours, et puis son Montréal et son Québec sont assez sympathiques. On commence par Québec ici, avec toujours un scénario intéressant sur Québec. On a d'une part un plateau qui est assez souvent très bien garni au niveau des prétendants à la victoire sur cette classique. Et d'autre part, on le sait, une difficulté finale dans laquelle les choses se jouent. Et il faut penser à accélérer au bon moment, etc. Et c'est quelque chose qui doit être emmené convenablement, on va dire. Après, on n'est jamais à l'abri de cassures, de petites échappées, mais qui vont rarement au bout sur cette course-là. Après, je suis certain qu'il peut y avoir un moyen de les faire aboutir, mais à ce moment-là, il faut travailler en conséquence. Moi, ici, j'ai choisi de jouer de manière assez classique pour Julien Alaphilippe, bien évidemment. Dès qu'il est aligné sur ce type de course, c'est pour lui que je joue, sauf exception notoire, type Bagioli sur la Classica San Sebastian, mais ici, sur Québec, il n'y a pas d'hésitation. On va travailler pour Julien et ainsi durcir la course avec Casper Asgreen, bien sûr. On a encore Van Sevenant, Bagioli, Honoré, Lampart, qui ont encore des réserves pour fournir des efforts assez intéressants au profit de Julien Alaphilippe dans le final. On est dans les 15 derniers kilomètres. On va demander un petit peu à tout le monde de relayer très très fort. On voit ici Bagioli et Honoré qui sont en relais, alors que Casper Asgreen a terminé l'essentiel de son travail. Pour Asgreen et pour Lampart, il y a peut-être une opportunité quelques jours plus tard du côté de Montréal. Ici, c'est quand même pas vraiment taillé pour eux, donc autant ne pas insister. Et puis on a Alaphilippe qui est présent, donc c'est toujours pareil. Néanmoins, regardez, échappé d'Asgreen de Wood, également le Canadien Wood, et puis de plus, non devant, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que Asgreen étant en train de caler, on va quand même rouler derrière, parce qu'il n'en peut plus, le pauvre. Il a pris une bonne roue, mais après c'était terminé pour lui. Honoré, au boulot, Van Sevenant sera chargé de monter Alaphilippe le plus loin possible avant que ce dernier ne puisse se jeter dans le sprint. Allez, on y va. On accélère pour essayer de reprendre les hommes qui ont quelques dizaines de mètres d'avance. Attention à Van Aert également, je me méfie beaucoup de Wout Van Aert sur cette course-là. On va même d'ailleurs se caler dans la roue et tenter par ailleurs de faire diversion avec Van Sevenant, Yves Lampart. Regardez, la bonne roue, c'est vraiment celle de Van Aert qui nous permet ensuite... Attention, il y avait Hirschi également, qui aurait pu être dangereux, mais
Van Aert nous aura fait un bien meilleur boulot sur le dernier kilomètre que même les équipiers d'Alaphilippe. Hein. Donc là-dessus, pas de doute. C'était bien la carte Van Aert qu'il fallait jouer. Il fallait miser sur Wout Van Aert. Alors qu'il ne sera pas présent sur Montréal quelques jours plus tard, parce qu'il sera... Et là, par contre, c'est une petite déception, je dirais, du calendrier. On peut se régler, mais là, pour cette fois, j'ai choisi de ne pas toucher. Joli top 10 quand même. Hein. Regardez, les noms sont pas dégueux. Hein. Oui, on ne retrouvera pas Van Aert sur Montréal, puisqu'il sera le même jour au championnat d'Europe en ligne. Voilà. Julien Alaphilippe, donc, fidèle à ses habitudes, prend encore une fois une victoire sur ce type d'épreuve et n'ira pas, hein, donc lui il ira à Montréal, il restera à Montréal entre guillemets, il ne courra pas les Europes en ligne. Je suis désolé pour le fait d'avoir aligné Alaphilippe à l'ITT juste avant, mais en même temps c'est moi qui fais les sélections et bon, j'aurais pu le décocher, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à refaire, évidemment. Je n'alignerai pas 2 jours consécutifs sur un ITT en Europe et une classique en Amérique du Nord. Hein, ça paraît un petit peu étrange. Bref, tout ça est oublié au moment de s'élancer donc sur la classique de Montréal. Là encore, le variant de Léon 40. Il n'y a pas de discussion pour moi à ce stade. Et un très bon Yves Lampaert, hein, qui est décidément en très très grande forme ces jours-ci. Il est sur la fin de son pic de forme, pour être précis. Pic de forme qui avait été un petit peu retardé, alors qu'il était prévu plus pour le Benelux. Mais après, c'est toujours pareil, sur cette 3e partie de saison, soit vous avez un pic sur la Vuelta, soit sur le Lombardie. Mais pour le reste, les pics sont assez difficiles à régler, en raison du calendrier en lui-même, hein, qui fait que... Et puis aussi le fait de ne pas diriger les autres équipes nationales. On en choisit une, et puis le reste, c'est l'ordinateur qui s'en occupe. Et c'est dommage, par exemple, que quelqu'un comme Yves Lampaert n'ait pas été rentabilisé sur le championnat d'Europe à la place d'être aligné... J'avais regardé avant la liste, hein, à la place d'être à Montréal. Bon, voilà. Tout ça n'est que péripéties. On rentre dans le final de cette classique de Montréal. Et on va évidemment durcir le ton afin de mettre nos coureurs. On va voir si c'est Lampaert ou si c'est Alaphilippe. Mais on va essayer d'en mettre un des deux sur orbite. Là encore, je considère que le -2 de Casper Asgreen est relativement rédhibitoire. Même si on a déjà vu que ce Montréal-là, avec ce variant, est une course qui peut réussir assez fréquemment au Flandrien. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Flandrien qui a de bonnes notes en vallon arrive à très très bien réussir ici. Après, ce qu'il faut avoir aussi, c'est une très bonne note de sprint, puisque souvent ça se joue sur un sprint en petits groupes. Allez, on accélère ici. Asgreen avec Alaphilippe dans la roue. Vous voyez, ça part ici, là. Hop, on va jeter Lampaert dans la roue des 5 qui attaquent. Ici, je crois que j'ai calé dans la roue de Nassen, ça, Oliver Nassen. Il y avait eu un gros travail, hein, sur cette course-là, préalable à l'attaque de Nassen. C'était assez souvent AG2R Citroën qui essayait de contrôler cette course. Ils sont en cohérence, on s'accroche. Alaphilippe est donc décroché, mais on continue un peu, hein, avec Asgreen à essayer en effort curseur de ne pas jeter l'éponge au cas où Lampaert n'irait pas se mêler à la victoire. Et puis là, je vois qu'il me manque un peu de barre. On a un peu de retard également. C'est le temps de placer un contre, hein, assez nettement. Contre-attaque de Julien Alaphilippe ici. Seulement suivi par le Canadien Woods. Et c'est parti. Les deux hommes vont s'expliquer ici. Il reste 8 km, une trentaine de secondes. L'écart semble fait. Du coup, je me cale dans la roue de Woods pour essayer de récupérer un petit peu de barre. Mais Michael Woods, à ce moment-là, se calme. Et regardez, si on ne fait rien à ce moment-là, ça va revenir. Donc ça, c'est un scénario qui est assez classique sur les courses d'un jour. C'est-à-dire qu'en fait, le mec refuse de collaborer. Après,
Peut-il estimer que Alaphilippe est beaucoup trop fort au sprint? Très certainement, hein. Je ne sais pas si c'est ce raisonnement-là qui est fait, mais en tout cas, si c'est celui-là, il est propre. Parce qu'effectivement, oui, Alaphilippe, Woods, il n'y a pas vraiment de débat en cas d'arrivée à 2. Donc, aucun intérêt pour Woods de se faire taper, mais aucun intérêt pour Woods de se faire enterrer non plus dans le groupe de derrière. Donc, c'est pour ça qu'on peut quand même contester la stratégie du coureur d'ISN sur ce coup-là. Alaphilippe s'impose donc en solitaire, il lui restait suffisamment d'énergie. Et puis même, regardez, on avait encore une réserve de barre au cas où. Il n'y a même pas eu besoin de forcer. Le plateau était allégé, signalons-le. Allégé puisque championnat d'Europe le même jour. Il y avait l'absence de nombreux très très bons coureurs sur cette classique de Montréal. Donc, allez, il faudra regarder les calendriers, les autres années, pour ne jamais revivre cette superposition championnat d'Europe, classique de Montréal, puisque le jeu la gère quand même excessivement mal. Vermeersch aura très très bien performé, Gianni, et donc une victoire de plus pour Julien. Voilà. On passe sans transition à la course qui avait lieu le même jour, c'est-à-dire la course en ligne des championnats d'Europe. Je décide de faire avec ce qu'on m'a proposé. J'ai laissé aussi, là encore, le jeu sélectionner automatiquement les coureurs participants. On se souvient de cette course, elle était assez intéressante, avec un sacré numéro de Remco Evenepoel, mais aussi une tactique relativement no-brain, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que le fameux Remco avait manière un petit peu trop basique, roulé, et Colbrelli n'avait plus eu qu'à tirer les marrons du feu, et ça avait été au final assez facile pour Sonny Colbrelli. En même temps, ce dernier marchait sur l'eau en cette fin d'année 2021. Donc, tout ça pour dire que Colbrelli, on va le surveiller, on n'a pas envie qu'il nous refasse le coup. Benoît Cosnefroy avait également fait un très très bon championnat d'Europe, et donc ça me donne envie de miser sur 2 cartes en particulier. Première carte, Cosnefroy, et deuxième carte, au cas où il résisterait, Florian Sénéchal. Donc ça, ce serait dans l'optique de rêver à avoir le maillot distinctif de champion d'Europe dans l'équipe, en la personne de Sénéchal. Ce serait assez cool d'avoir ça chez le Koenig Quick-Step. Et puis, sinon, pour ce qui est de la gagne, on sera prêt à tous se sacrifier pour Benoît Cosnefroy si le besoin s'en fait sentir. Alors, il y a 8 tours de circuit après les premières difficultés de ce parcours. On sait que c'est relativement vallonné, mais les pourcentages ne sont pas odieux non plus. Ils permettent d'éliminer certains coureurs ou de les fatiguer, mais pas non plus d'éliminer tous les sprinters. Donc attention également à pas se manger une cassure qui serait, elle, pour le coup, rédhibitoire suivant le moment où elle intervient. Il y a toujours des relances au sommet de cette bosse du Povo, comme il le signale en haut à droite. Voilà, à chaque fois, boucle autour de cette petite ascension, avec quand même arrivée sur le plat. On va essayer, à un moment donné, de provoquer les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Sénéchal s'est avéré souffrir un petit peu trop tant qu'il était protégé. J'ai donc changé de tactique, et on a tout recentré sur Cosnefroy. C'était impossible pour Sénéchal, à part peut-être à plus 5, de tenir le coup face au tout meilleur puncher, notamment européen. Et puis tenir n'est pas tout, puisque en face, il y a des mecs comme Van Aert qui vont finalement être capables de sprinter avec beaucoup de barres encore restantes. Donc je crois qu'en fait, c'était un doux rêve, mais qui était totalement impossible que Sénéchal puisse s'imposer ici. En revanche, on peut demander à Gaudu, c'est déjà fait, et à Romain Bardet, dans le final, d'essayer de préparer le terrain pour une offensive de Benoît Cosnefroy. Allons-y. C'est parti, Romain Bardet qui y va à fond, et on va essayer d'attaquer dans la foulée. Allez, merci Romain, c'est gentil. On est parti. Cosnefroy qui lance, ici, attaque relativement violente.
juste avant le sommet, on n'a plus de barre, mais on est sur la barre jaune, on va récupérer de la barre sûrement dans la descente. Ce qui fait qu'avec une dizaine de secondes d'avance, on a peut-être la possibilité de s'imposer. Il y a quelqu'un qui revient très très fort derrière, c'est Maximilian Schachmann. Derrière, ça semble relativement réglé après. Il faut juste résister au retour de Schachmann. En plus, il y a du replat. Ça va nous consommer pas mal de barres de devoir résister à ce retour de Maximilian Schachmann. Le peloton n'est pas très très loin non plus. Bon, je décide de me rabattre parce que sinon, c'est forcément perdu. On va se rabattre dans la roue de Schachmann pourvu qu'il roule, pourvu que l'Allemand roule. Puis là, il se passe pas grand chose, quoi. Schachmann, il roule pas, il attend juste pour sprinter. Mais ça a permis à Cosnefroy de reprendre un peu de barre et de donner tout ce qui lui restait. Regardez, on va s'imposer, oui, d'un souffle devant Schachmann et le retour de Van Aert, Trentin, Kragh Andersen et même Pidcock. Ok, ouf. Ouf. C'est pas passé loin. On a failli se faire reprendre. Mais le coup était quasiment parfait pour Cosnefroy, qui arborera donc un très joli maillot l'année suivante, depuis son équipe AG2R Citroën. On le croisera ici et là avec son maillot de champion d'Europe. Travail accompli, voilà. Travail accompli, c'est pas passé loin. J'ai vraiment eu peur à un moment donné que Schachmann ne possède plus de réserve que Cosnefroy. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Et puis quand même, le passage dans la roue de Schachmann, même si ça a occasionné un rapproché du peloton de poursuivants, aura été décisif. Allez, petite transition du côté du Grand Prix de Wallonie, désormais, avec cette jolie arrivée à la citadelle de Namur, tout simplement. Toujours un plaisir de disputer cette épreuve-là. On est sur une équipe constituée autour de Julien Alaphilippe qui devrait être assez proche de celle qu'on alignera à l'épisode prochain en Lombardie. Je vous l'ai dit que cette fin de saison, je laisse Remco se reposer. Ballerini, ce n'est pas un spoil notoire, se blessera. De toute façon, Ballerini n'était pas vraiment considéré par le Tour de Lombardie, mais concerné, mais il pouvait par contre essayer de prendre un GP Baghelli ou des choses comme ça dans les courses de préparation italiennes. Bon, ce sera pas le cas parce qu'il va se péter sur le championnat du monde quelques jours plus tard. Donc, saison terminée, pour ainsi dire, pour Ballerini. Kasper Asgreen, en revanche, est sous pic de forme, donc on peut peut-être attendre des perfs. Mais est-ce qu'on l'emmènera en Lombardie? Lui, c'est pareil. C'est pour ça que, hormis Almeida, qui se joindra quand même à l'équipe sur le Tour de Lombardie, c'est quasiment ces coureurs-là qu'on retrouvera à ce moment-là. Donc plutôt tendance puncher, tendance dévotion totale à Julien Alaphilippe. Et voilà, un seul leader ou presque. C'est toujours plus clair quand même quand c'est bien établi comme ça et qu'on n'est pas en train d'hésiter entre plusieurs coureurs. Dans une équipe forte, c'est un peu le danger parfois. Baggioli, Van Sevenant, Honoré sont ici chargés de travailler, ainsi que Stybar, qui va peut-être pouvoir prendre le relais là sur le plat avec ce qui lui reste et sur le début de la prochaine difficulté avant l'arrivée à quelques kilomètres de Namur. Allons-y. Stybar donne donc tout ce qu'il peut. Van Sevenant ensuite avec Michael Honoré dans la roue, Julien Alaphilippe. Comme ça permet de reprendre les derniers échappés ou velléitaires d'échapper. Stuyven, Matthews sont présents. Attention, Van Der Poel est là. Il faut faire attention à Mathieu Van Der Poel, on le sait. Et puis il n'y a pas que lui. Il y a du monde sur ce Grand Prix de Wallonie. C'est une très très belle participation là. Allez, on y va. Honoré devra emmener Julien Alaphilippe le plus loin possible avant qu'on lâche tout sur les derniers hectomètres de l'ascension vers la citadelle. Honoré, vous voyez, il lui reste quand même encore pas mal de force. Ça laisse présager de possibilités. Il reste encore 2 km. On est loin ici, loin de l'arrivée. J'ai lancé un petit peu loin. Est-ce que ça va le faire ou est-ce que Van Der Poel va surgir avec son accélération légendaire? Écoutez, regardez, la réponse
c'est ici Van Der Poel, Pidcock même vont se disputer la victoire. C'est marrant, ça nous fait penser à la série avec Gazprom, c'est les mêmes protagonistes. Van Der Poel, Pidcock devanceront ici Alaphilippe sur cette arrivée. L'explication pour moi elle est assez claire. L'explication de ce raté, c'est tout simplement que j'ai consommé un mec de trop tôt. Du coup j'ai dû lâcher Alaphilippe un peu trop loin de l'arrivée, ce qui me coûte à l'arrivée cette victoire. Donc toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Je pense que c'est à peu près ce que je viens de dire. La raison est celle-là. Bon, après il y a aussi la raison, c'est que Van Der Poel et Pidcock c'est mutanesque. Mais bon, comme Alaphilippe l'est également, je ne vais pas prendre de fausses excuses ici pour expliquer cette 3e place. On y va, on enchaîne. Championnat du monde de contre-la-montre individuelle. Alors là, on a un plateau assez intéressant. Vous verrez, tout le monde les plus grands sont là. Benjamin Thomas, cette fois-ci, est de l'aventure. Johan Lebon, comme j'ai une interrogation sur sa forme, je préfère ne pas l'aligner, ce qui nous oblige à demander à Thibaut Pinot, sous pic de forme, de participer. Plus de 42 km de contre-la-montre individuelle. Les gros favoris sont évidemment Ganna, Van Aert et Cavagna, c'est-à-dire les 3 mêmes en gros que quelques semaines précédemment au championnat d'Europe. Benjamin Thomas va me servir de test au tout départ. Il vaut mieux que ça, évidemment, mais en l'occurrence, il n'a pas la forme du jour qui permet, à mon avis, de l'emporter. Et puis, je vais vite m'apercevoir que le départ à 85, voire à 82, voire même à 78, voire même à 75, était beaucoup trop élevé sur 42 km. Il faut s'ajuster toujours à la longueur du parcours. En l'occurrence, j'ai dû du coup terminer un petit peu trop bas, c'est-à-dire à 72 ici, vous voyez, et même là, ça aurait été difficile. Alors, ok, on prend le meilleur temps provisoire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Un petit peu plus tard, c'est Thibaut Pinot qui ira de son petit test. Voilà, donc Thibaut Pinot, moins performant que Benjamin Thomas, surtout sur ce type de contre-la-montre très très plat. Il n'y a pas beaucoup de difficultés, il n'y a pas beaucoup de pourcentage sur celui-ci. Julien Alaphilippe s'élancera un petit peu plus tard. Là, par contre, j'essaye quand même de faire le mieux possible. Je pars à 76, 75 vers là. J'ai compris qu'il ne fallait pas préjuger de nos forces. L'intermédiaire est intéressant pour Alaphilippe, mais les meilleurs ne sont pas passés encore. Les meilleurs sont derrière. Donc c'est pas non plus le temps qu'on pourrait rêver pour Julien. Allez, on termine très très fort histoire de consommer toute la barre rouge. Voilà, hop. Alaphilippe 4e provisoire. Derrière Chadaga, Michal Kwiatkowski et Victor Kampenarts. Donc un peu plus tard, quand Rémi Cavagna s'élance, on sait plus ou moins à quoi s'en tenir au niveau de la gestion de la barre d'effort. Donc Rémi Cavagna, évidemment, notre principal espoir, c'est parti. Va-t-il réussir à battre à la fois Van Aert et Filippo Ganna? C'est pas gagné, C'est pas gagné, mais c'est pas non plus fichu. On sait qu'on peut arriver à prendre Ganna parfois, même s'il est très très fort. Sur le Giro, on avait réussi à le prendre, me semble-t-il. Mais bon, en quelle forme était-il? Juan Dennis également est là. Vous voyez, ça part dans l'ordre inversé. Dennis, puis Van Aert, puis Cavagna, puis Ganna. Voilà les 4 derniers à s'élancer, alors qu'on voit qu'Asgreen possède encore à ce stade-là l'intermédiaire, le meilleur intermédiaire du plateau. Cavagna passe à l'intermédiaire. Écoutez, il est un peu en retard. Il est un peu en retard sur Van Aert. Ça me rassure pas. Ganna, passe en tête à l'intermédiaire. Il est bien parti l'Italien pour faire coup double entre championnat d'Europe et championnat du monde. Et Juan Dennis en termine un petit peu plus tard avec le meilleur temps provisoire. Van Aert arrive également. Que va-t-il faire?
prendre lui aussi le provisoire. Cavagna va-t-il réussir à remonter le retard à l'intermédiaire qu'il avait sur Wout van Aert? Écoutez, je termine un peu douloureusement, faut le dire. Manquer de barre et manquer de résistance sur la toute fin, ce sera une déception pour Cavagna. Et pour la victoire finale, Ganna qui arrive à prendre une dizaine de secondes tout de même sur Van Aert. Il n'y avait donc vraiment pas photo. Finalement, on est passé plus près de la victoire avec Asgreen qu'on ne contrôlait pas qu'avec Cavagna que l'on contrôlait. Et Julien Philippe ne fait que 7 secondes de plus que Cavagna. Ça s'avère un petit peu décevant. Mais par contre, ce genre de truc me confirme. Après, Cavagna était à 0 en forme du jour. Hein. Ça joue énormément. Hein. Mais ça me confirme que j'ai pas vraiment de regrets. Parce que de ne pas avoir prolongé Cavagna, j'ai l'impression que vu l'argent à investir et vu le nombre de victoires à en retirer, c'était pas forcément non plus un super choix. Allez, constitution de l'équipe pour les championnats du monde en ligne cette fois-ci. Cosnefroy sera de la partie. Le jeu m'a sélectionné Coquard, m'a sélectionné Nasser Bouhanni, qui ne me semble pas être des choix très pertinents vu le profil. On va donc demander à Jean-Marie Billot de faire le 8e homme. Jean-Marie Billot, c'est ce jeune espoir qu'on a recruté dès le mois d'août pour l'année prochaine. Hein. Il sera chez Deceuninck Quick-Step, ce jeune. Il est puncher, a priori. Puncher assez polyvalent. Donc, ce sera intéressant de le voir sur une course très très longue où il va clairement avoir un rôle de support de ses leaders. Les leaders, très simples à identifier, Anthony Turgis et Julien Lafilippe. Mais Turgis, vraiment, dans mon esprit, très important. Il peut s'imposer, Anthony Turgis, sur ce genre de course. On a la présence de Cador du peloton. Je n'ai pas vu Pogacar, mais en tout cas, Bernal est présent, malgré le type de parcours. Michael Matthews, on aura aussi la présence non pas de Casper mais de Mats Pedersen, enfin Casper est là également pour le Danemark. On a également des Italiens, les Italiens notamment les sprinters, Colbrelli, Nizzolo, ainsi que Matteo Trentin par exemple, et puis des Belges. Donc c'est normal, en plus on est en Belgique. Quand on voit le profil de ce championnat du monde, il y a déjà un affreux pressentiment qu'on peut avoir, c'est est-ce que ce sera suffisamment sélectif pour éliminer les sprinters, les Groenewegen, les Sam Bennett par exemple, les Fernando Gaviria aussi également présents, les Italiens que j'ai cités aussi, posent des questions. Donc moi je suis plus dans une autre optique, surtout vu l'état du vent ce jour-là. Il y a ici 24 km/h, mais il y a des passages où c'est plus proche de 35-40 que de 20. Et donc, on va vite essayer comme ça de sentir dans un premier temps quelle est la force du vent et à quel endroit est-ce que ça souffle pour voir si on n'aurait pas un petit coup de bordure à tenter ou au moins déjà une élimination massive de coureurs possible grâce à un gros effort sur le plat, sur une zone de vent très très forte. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir une zone estampillée zone de vent pour faire une énorme différence. On peut aussi profiter d'un secteur où on avoisine les 40 km/h et là vous avez aussi très très fort à faire. On a de bons rouleurs dans l'équipe. Le jeune Billot est ainsi lancé sur une première séquence. Tiens, Miguel Angel Lopez, c'est rigolo, qui est également présent en tête de peloton. C'est assez improbable tout de même, à la fois sa présence et son rôle. Allez, on va dire qu'il travaille pour Gaviria. Donc, Billot a allumé une première mèche. On avait calé tout le monde dans la roue, mais on se remet un petit peu à l'abri dans un deuxième temps, parce que le vent affaiblit. Ouais, je vous ai dit, il a fallu que je localise quelles étaient les zones sur lesquelles il y avait quelque chose à faire et quelles étaient les zones sur lesquelles il y avait... Honnêtement, c'était inutile de se consommer parce qu'on n'aura pas non plus 15 cartouches à tirer sur ces championnats du monde-là. Donc, il va falloir se méfier des sprinters, je l'ai déjà dit, se méfier du surhomme Van Aert
et se méfier des opportunistes qui pourraient profiter des conditions de course ou de cassures éventuelles et être à la lutte aux avant-postes sur une très très belle forme du jour. On va relancer un petit peu la machine là, voilà. On va relancer, on est à plus de 60 km de l'arrivée et je pense qu'il y a quelque chose à faire ici parce qu'il ne faut pas essayer de dynamiter cette course trop tard. En ce sens-là, je crains qu'on se fasse coller au basque par les meilleurs sprinters. Il y a aussi Caleb Ewan qui est présent. Se méfier en fait de ce parcours, c'est très PCM ça, hein, de devoir composer avec la présence de très très forts sprinters qui étonnamment résistent aux boss comme s'ils étaient de purs punchers en fait, et après ils vous tapent au sprint, c'est assez cauchemardesque comme type de scénario. Benoît Cosnefroy a tout donné, notre jeune Jean-Marie Billot également. Maintenant c'est Arnaud Desmar, voilà, qui a une grosse charge de travail. Il n'y a plus que 50 hommes, ça casse un peu, des fois c'est une vingtaine. Il y a moins de vent, on va devoir se recalmer après cette grosse séquence de vent. Ça retombe aux alentours de 20 km/h ici. Donc on ralentit bientôt. Voilà, ici on va se calmer, voilà. Là, voilà. Allez, on reprend aux alentours de 70, histoire de récupérer un petit peu de barre et pour pouvoir encore refaire un effort très très intense plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Voilà, à 35 km environ de l'arrivée. Vous voyez, le nombre de coureurs présents dans le peloton est assez fluctuant, mais je me trompe pas. Dans ces 73 là, à la seconde où je parle, il y en a peut-être une cinquantaine qui peuvent lâcher sur la moindre grosse accélération, parce qu'en fait ils sont au bord de la rupture. Donc ça devrait terminer à pas trop nombreux. On n'est peut-être pas loin d'avoir créé les conditions pour Julien Alaphilippe, mais attention aux attaques aussi de certains hommes forts. Ici c'est Matteo Trentin qui s'en va, il y a quelques autres coureurs de renom qui essaient de l'accompagner. Peter Sagan semble avoir des fourmis dans les jambes. Oliver Nassen travaille lui davantage pour la Belgique et pour Van Aert. Belgique qui est bien fédérée autour de Wout Van Aert. Remco n'a pas été sélectionné dans l'équipe, pour la petite blague au passage. Il y était hein, au championnat du monde, il avait fait aussi un sacré numéro. Allez, désormais, c'est à Anthony Turgis de bosser pour Julien Alaphilippe. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faut faire attention aussi également à ceux qui sont partis là. On va demander à Anthony d'accélérer. Trentin devant avec Peter Sagan. Vous voyez, c'est très dangereux ça, avec une trentaine de secondes d'avance. Ces deux-là peuvent collaborer. Heureusement, notre ami de Deceuninck Quick-Step, le Danois Michael Morkov, nous donne un petit coup de main. Derrière, on lâche. Turgis dans la roue des Danois. Les Danois qui bossent sûrement pour Mads Pedersen. Et nous, on a tout intérêt à ne pas trop attendre pour essayer de contrer tout ça, étant donné que Turgis arrive déjà à la moitié de sa barre, ou un peu moins même. Il est proche de la rupture, Anthony Turgis, donc il va falloir que Alaphilippe fasse quelque chose. Il va falloir se lancer là, à l'offensive. Il reste encore 2 difficultés potentiellement. Allez, c'est parti. On va suivre ici une attaque de Yves Lampart. Yves Lampart qui y va de la sienne. Pas très solidaire ça, hein, mais bon voilà. On l'accompagne, petit copain. Allez, on roule ensemble, hein, mon grand, hein, si tu veux. Bah non, on va pas attendre. Lampart est en défaillance. On a maintenant la voie qui est toute tracée. Julien Alaphilippe ne doit plus se retourner et rouler comme un damné pour essayer d'aller sur la ligne tout seul, pour éviter le retour des sprinters. Il reste 5 km, une descente. Tiens, ça tombe pas mal, une descente. Une dizaine de secondes d'avance sur Mads Pedersen, Matteo Trentin. Tiens, on retrouve 2 protagonistes des championnats du monde d'Harrogate qui s'étaient expliqués assez solidement. Alaphilippe en replace une parce que sinon ça rentre. Et là, par contre, si ça rentre, c'est pas à notre avantage du tout. Voilà, la vingtaine de secondes qui va un peu fondre, mais victoire sécurisée pour Alaphilippe devant Trentin, devant Pedersen. Un surprenant mais agréable Degenkolb vient prendre la 4e place devant Peter Sagan. Thomas Pidcock 6e. Turgis,
que j'avais calé dans la roue fait 7. Van Aert n'aura pas été dans des bonnes conditions apparemment. Il était hors du coup. Voilà. Terminé. Pour ce championnat du monde, m'a fait bien peur. Hein. Je voyais bien le moment où j'allais me faire avoir, où j'allais pas réussir à sortir au bon moment. Mais ça a été bon pour Julien Alaphilippe. Ouf. Une année de plus en arc-en-ciel pour Julien. Toujours cette résistance des sprinters dans ces conditions-là, alors qu'on attendrait plutôt des hommes forts. Pedersen à la limite ou Trentin, largement je veux bien. Hein. Même Sagan, non. C'est globalement assez correct. C'est peut-être plus la 9e place de Caleb ou le presque top 10 de Gaviria qui peut me paraître plus étrange, mais allez, on s'en fiche. Donc à suivre une petite micro-saison italienne, et il y aura un couronnement qui sera la Lombardie. Ensuite on basculera assez rapidement vers nos nouvelles recrues et la mise en place de 2022, où on essaiera d'avancer convenablement sans trop tarder, puisqu'il ne reste que 3-4 mois avant le nouveau jeu. A plus pour du Gazprom la prochaine fois, bye bye.